Bonjour, donc aujourd'hui une leçon importante. Qui détient réellement le pouvoir au Moyen Âge? Et pour cela, eh bien, commençons avec cette image qui représente, qui est en fait une miniature, donc une image trouvée dans un manuscrit du Moyen Âge. On y voit deux hommes. L'un est découvert et à genoux, l'autre, à l'inverse, reste couvert et est assis sur une sorte de trône. Et entre eux, une sorte de contrat est en train d'être passé, comme le montrent ces deux mains jointes. Alors, il ne s'agit pas d'un mariage, mais au Moyen Âge, on accorde beaucoup d'importance à la gestuelle, au symbolique, à la symbolique pardon, des gestes. Et donc, en fait, on a dans cette image un homme qui est soumis à l'autre, un autre qui est supérieur, et puis un contrat qui est en train d'être passé, un lien qui est en train d'être fait entre ces deux hommes. En fait, cette image nous montre un moment très important dans la vie du Moyen Âge et qui a été reproduit à maintes et maintes reprises, c'est la cérémonie de l'hommage. Alors l'hommage, c'est le moment où un seigneur ou un chevalier accepte de s'associer à un seigneur plus puissant que lui afin de s'aider mutuellement en cas de guerre notamment. Alors, bien sûr, en temps de guerre, un seigneur qui serait tout seul ne serait pas très puissant. Pour faire la guerre, on a besoin d'hommes, on a besoin de chevaliers hein, pour se défendre ou pour attaquer un ennemi. Et donc, l'hommage, c'est le moment où on fait une cérémonie officielle pour euh, marquer le fait qu'un petit seigneur, un chevalier par exemple, accepte d'aider, de s'engager pour servir un seigneur plus puissant que lui. C'est un petit seigneur qui se met au service d'un seigneur plus puissant que lui. Alors, pour comprendre comment se déroule cette cérémonie et pour comprendre l'importance que ça a, lisons ce texte. Alors, je vais le lire au fur et à mesure et puis ensuite, vous allez voir, on va pouvoir l'analyser. Le comte de Flandre demanda au futur vassal s'il voulait devenir son homme sans réserve. Celui-ci répondit: Je le veux. Puis, les mains jointes à celles du comte, qui les enveloppa, les deux hommes s'embrassèrent. Ensuite, celui qui avait fait hommage engagea sa fidélité en ces termes. Je promets d'être fidèle à partir de cet instant au comte Guillaume. J'observerai entièrement cet hommage sans tromperie. Ensuite, le comte donna un fief à celui qui avait promis sûreté et fait hommage par serment, c'est-à-dire par promesse. Voilà un texte de Galbert de Bruges qui remonte au XIIe siècle, c'est-à-dire aux années 1100. Alors, regardons ensemble ce texte. Dans ce texte, on voit bien qui est le Seigneur à qui on fait hommage, à qui on jure fidélité. Il s'agit d'un grand seigneur, un comte, le comte de Flandre, qui se prénomme Guillaume. Guillaume, le comte de Flandre, eh bien, c'est un grand seigneur à qui quelqu'un est venu jurer fidélité, est venu jurer d'être fidèle, d'être à son service. Et alors, comment appelle-t-on dans ce texte celui qui vient jurer fidélité, qui vient se mettre au service du comte de Flandre, Guillaume? Eh bien, cet homme-là, on l'appelle le vassal, le futur vassal. Il vient jurer fidélité au comte de Flandre. Et alors, qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il dit pour jurer fidélité? Eh bien, il met ses mains jointes à l'intérieur de celles du comte, comme on a vu dans l'image. Et puis, ensuite, il s'embrasse. Alors, il s'embrasse sur la bouche, c'est pas du tout un signe d'amour, c'est un geste symbolique qui peut vous surprendre, bien sûr, mais qui, en fait, est le symbole de fidélité. Voilà, je te serai fidèle, je te servirai quand tu auras besoin de moi. Voilà ce que ça veut dire. Et puis ensuite, le vassal qui fait hommage, donc jure fidélité en ces termes, deux points, ouvrez les guillemets, je promets d'être fidèle à partir de cet instant au comte Guillaume. J'observerai, ça veut dire je respecterai entièrement cet hommage sans tromperie. Et en échange de cette fidélité, cet homme qui vient servir, qui vient jurer que désormais il servira, il sera au service du comte Guillaume de Flandre, que lui donne-t-il, le comte Guillaume de Flandre? Eh bien, en échange, il lui donne un fief. Le comte donna un fief à celui qui avait promis sûreté et fait hommage. Un fief, c'est-à-dire une terre
où le vassal pourra s'installer dans un château, s'il y a déjà un château, ou dans une maison fortifiée avec une tour, par exemple, ou bien s'il n'y a pas de château, le vassal peut-être pourra construire un château. Et sur cette terre, il y a des paysans qui travaillent et le vassal pourra prélever des taxes pour tout simplement avoir de l'argent, hein, en tout cas pour s'enrichir. Bref, l'hommage, c'est donc la cérémonie entre deux personnes, des nobles en général, le vassal, qui est celui qui jure fidélité, donc qui jure de servir, de rester fidèle, de se mettre au service d'un seigneur plus puissant que l'on appelle le seigneur ou le suzerain. Et finalement, au Moyen Âge, le pouvoir réel est détenu par des seigneurs qui sont entourés de vassaux. Et plus on a de vassaux, plus on est un seigneur puissant. Parce que s'il y a la guerre, par exemple, eh bien, quand on est un seigneur avec beaucoup de vassaux, on pourra avoir beaucoup d'hommes dans son armée. Et donc cela contribue à mettre en place une nouvelle organisation sociale, la société féodale. La société féodale, c'est-à-dire une société où le pouvoir, en fait, est détenu par des seigneurs entourés de vassaux. Ainsi, la société féodale ressemble à ce schéma que nous allons voir ensemble et qu'ensuite vous reproduirez sur votre cahier. La société féodale, la société du Moyen Âge, c'est une société où à la base il y a la population, essentiellement des paysans, et au-dessus d'eux, bénéficiant de plus de pouvoir, de plus de prestige, de plus d'importance, ils sont nobles, des chevaliers. Et ces chevaliers ne sont rien s'ils ne jurent pas fidélité à quelqu'un qui est plus puissant qu'eux, un seigneur. Alors, les petits chevaliers jurent fidélité à des petits seigneurs, comme le seigneur de Châtillon, par exemple, qui, en échange, leur donne un fief. Par exemple, le seigneur de Châtillon est le seigneur d'un petit chevalier qui vient lui jurer fidélité, donc qui vient lui faire hommage, comme on dit. Et en échange, le seigneur de Châtillon lui donne par exemple Charnay ou Alix ou Saint-Germain. Ce sera un fief, une terre, où le petit chevalier sera seigneur, où il pourra prélever des impôts, par exemple. Mais le petit seigneur lui-même a juré fidélité, a fait hommage à un seigneur plus puissant que lui, un grand seigneur, comme le comte du Forêt. Et en échange, le comte du Forêt accorde au seigneur de Châtillon, au petit seigneur, un fief. En fait, il lui donne la possibilité d'être seigneur dans sa seigneurie de Châtillon. Il lui dit, bah voilà, la seigneurie de Châtillon, elle est à toi. Et tu pourras y faire ce que bon te semble. Tu pourras y prélever des impôts sur les paysans. Tu pourras y exercer la justice, etc. Mais les grands seigneurs eux-mêmes jurent fidélité. À qui, à votre avis, jure-t-il fidélité? Quelqu'un qui est au sommet de la pyramide féodale. Eh bien, c'est le roi. C'est le roi qui est au sommet de la pyramide féodale. Donc, les grands seigneurs, en fait, lui ont juré fidélité, lui ont fait hommage, et en échange, le roi leur accorde leur seigneurie. Il dit, voilà, vous pouvez être seigneur ici. Et donc, le roi est le seul à n'être le vassal de personne. Mais, comme vous l'avez compris déjà, et comme nous y reviendrons, parfois, les grands seigneurs ne respectent pas la fidélité qu'ils ont jurée au roi. Parfois, les grands seigneurs ne respectent pas l'autorité du roi. Alors finalement, qui détient l'autorité sur la population? Qui fait la justice? Qui fait payer les impôts, etc. Est-ce le roi qui exerce vraiment le pouvoir sur la population? Eh bien non, parce que le roi est trop loin dans sa capitale. Imaginez par exemple le roi à Paris pour gérer un problème de poules qui aurait été volé par des paysans à Châtillon. Non, c'est pas le roi qui s'occupe de ça. Non, le pouvoir réel s'exerce réellement par des petits seigneurs ou par les grands seigneurs qui exercent vraiment le pouvoir. Bien, vous allez pouvoir reproduire sur votre cahier ce schéma, puis vous allez mettre sur pause pour reproduire le schéma, puis on se retrouve dans un instant pour continuer cette vidéo leçon. Allez, mettez sur pause. Bien, vous avez reproduit la pyramide féodale. Je vous propose un autre schéma que vous ne reproduirez pas, c'est simplement pour comprendre du coup comment s'organise le territoire d'un État féodal.
Alors, imaginons que le royaume de France ressemble à ce rectangle. En fait, le royaume de France est divisé en un domaine royal, c'est là où le roi est véritablement seigneur, où il exerce son autorité. On a vu que le domaine royal, au cours du Moyen Âge, n'a cessé d'augmenter. Au début du Moyen Âge, enfin au moment du Capet en 987, eh bien, le domaine royal est très réduit. Et le reste du territoire, eh bien, en fait, ce sont des fiefs des grands seigneurs, ce sont les grandes seigneuries, le comté de Champagne, le duché de Bourgogne, par exemple. Et ces grands seigneurs possèdent un château avec leur propre seigneurie, et le reste, eh bien, leur seigneurie, ils l'ont divisé en fiefs qu'ils ont donnés aux petits seigneurs, qui sont leurs vassaux. Donc toutes les grandes seigneuries sont divisées en petites seigneuries, à la tête desquelles, de ces petites seigneuries, il y a des petits seigneurs, comme par exemple le petit seigneur de Châtillon. Et les petits seigneurs de Châtillon eux-mêmes ont divisé leur seigneurie pour donner à des chevaliers, leurs vassaux, des fiefs, des petits territoires. Bref, voilà, je passe, j'ai pas fait des petits carrés verts de partout, mais vous comprenez que finalement, le territoire d'un État féodal, c'est une sorte de puzzle. Le roi est à la tête, normalement, théoriquement, de l'ensemble du puzzle. Certains grands seigneurs possèdent de grandes pièces, de grandes parties du puzzle, mais ils divisent leur partie de puzzle en pièces de puzzle sur lesquelles règnent des petits seigneurs qui eux-mêmes divisent leur petite seigneurie en fiefs pour leurs vassaux. Bref, on va lire ensemble cette leçon. Par la cérémonie de l'hommage, le vassal s'engage, en échange d'un fief, à servir son seigneur, le suzerain, qui lui-même est le vassal d'un seigneur plus puissant. C'est la féodalité. Le seigneur et le vassal ont des obligations l'un envers l'autre. Voir document 5, page 85. Le roi est le seul à n'être le vassal de personne. Bien, chers élèves, vous allez pouvoir mettre sur pause et copier cette leçon. Une fois que vous aurez copié cette leçon, vous pourrez continuer le plan de travail. Cette vidéo leçon est terminée. À bientôt.